On est seul tout le temps, c'est ce qu'on comprend. On est seul tout le temps et puis on n'a pas, franchement, j'avais pas envie de peser sur l'entourage, donc il fallait quand même que je fasse, vraiment, voilà, figure de vivante et ça, c'était un exercice, que je considérais personnellement comme absolument nécessaire et qui est aussi assez salutaire. De devoir faire cet effort, ça veut dire qu'on a la chance d'être entouré. Bonjour à tous, c'est Marion Duchesne. Avant de démarrer cet épisode, je vous propose de découvrir notre partenaire du jour, grâce à qui nous vous offrons des contenus gratuits et de qualité qui font de Métamorphose le premier podcast santé et bien-être en francophonie. N'hésitez pas aussi à nous soutenir en vous abonnant gratuitement à notre chaîne YouTube. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Vos Métamorphoses, le podcast de vos parcours de vie, animé par Marion Duchesne, 2 mercredis par mois. Les amis, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent et de vous retrouver autrement en live, en dehors du podcast. Je vous invite à me rejoindre lors d'un événement en ligne autour du stress qui est organisé par notre partenaire Mentor Show. Chaque soir, en direct à 19h du 14 au 19 avril, vous retrouverez de nombreuses personnalités et experts comme Kevin Finel, Jean-Marie Defossé, Florent Manodou, Guillaume Néry et bien d'autres encore. J'y participerai le mercredi 15 avril aux côtés de Christophe André. On prendra ce temps ensemble pour ralentir, comprendre ce qui se joue en nous et surtout retrouver plus de calme avec des pratiques simples à intégrer dans votre quotidien. Alors pour réserver votre place pour cet événement, cliquez sur le lien ci-dessous en commentaire ou rendez-vous directement sur le site de Mentor Show. À très vite les amis. Il y a des métamorphoses qui ne viennent pas d'un choix, mais d'un arrachement. Perdre l'amour de sa vie et devoir continuer à vivre. Non pas se reconstruire, mais apprendre à habiter l'après. Dans Vivre après toi, paru chez Flammarion, mon invité écrit « 34 ans de vie commune, trop court, amputé je suis. À 77 ans, il me faut apprendre à vivre l'après. » Son livre est un journal intime, sans leçon, une mise à nu sans injonction, d'une vérité bouleversante et universelle. Bonjour Perla Servan-Schreiber. Bonjour. Bienvenue dans vos Métamorphoses, Perla. Merci, j'aime beaucoup cette maison qui m'a fait vraiment l'amabilité de m'accueillir plusieurs fois. Ce livre, Perla, il est singulier dans votre œuvre. D'ailleurs, vous m'avez dit, hors antenne, que vous aviez hésité à le publier. Oui. Qu'est-ce qu'il dit de vous? Qu'est-ce qu'il dit de ce passage que vous avez vécu avec la perte de Jean-Louis Servan-Schreiber? Je ne sais pas ce qu'il dit de moi, mais j'ai voulu aussi qu'il puisse dire des choses de lui, de Jean-Louis, mon mari, donc. C'était, vous l'avez rappelé, 34 ans de vie commune et j'ai voulu aussi, en fait, j'ai rien voulu, hein, c'est pas le problème, hein, c'est pas, ce livre vient à partir d'un espèce de journal un peu désordonné que j'ai tenu, écrit à la main, juste évidemment à partir du jour, 1er, si je puis dire, de sa mort et ce pendant 2 ans. Et évidemment, il y a eu beaucoup de travail après, beaucoup, beaucoup, quand j'ai décidé d'en faire un livre et cette hésitation à le publier, c'était comme, si j'allais devoir revivre à nouveau tous ces instants si difficiles que le temps, puisque maintenant il y a 5 ans et quelques mois que Jean-Louis est mort, que le temps a quand même, aidé, a fait son travail. Le temps a fait son travail. Dans quelle mesure? Pas du tout pour, oublier ou pour dépasser ou pour pas du tout. Personnellement, le gros travail qui a été fait, comme presque indépendamment de moi, mais ensuite avec conscience, c'est l'acceptation de sa mort. Ça, c'est un premier truc. Je vois bien dans les premières pages de ce journal à quel point j'étais dans une telle sidération que je ne pouvais pas accepter. Mais vous le dites, presque un dédoublement. Enfin, est-ce que vous étiez pas dissocié carrément peut-être de vous-même? Mais totalement,
totalement, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus de qui il s'agissait. Je me définissais, depuis 34 ans avec lui, à ses côtés et je fais quoi maintenant? Je suis qui? Qui je suis aujourd'hui? Et il y a eu cette première sidération qui, elle, parvient à s'estomper avec le temps. L'effet de sidération, je ne parle pas du manque, l'effet de sidération, mais à ça s'est ajouté quelque chose d'au moins aussi troublant, dont très sincèrement, personne de mon entourage, j'ai pas eu beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont perdu l'homme de leur vie, mais quand même quelques-unes. J'ai moi-même perdu beaucoup de personnes, vraiment que j'aimais très fortement, mais évidemment rien ne ressemble à la mort de Jean-Louis, mais rien, ni de près ni de loin. Et la deuxième chose très difficile pour moi à accepter, ça a été, en fait, cette fréquentation ininterrompue avec lui. Vous lui parlez, c'est ce que vous dites. Enfin, ce journal, parce que vous le dites, c'est un peu un journal intime, mais un journal avec lui, qui s'écrit Oui, avec lui. bien sûr, il s'écrit avec lui et il est en fait, il est là, je lui parle tout le temps. Bien sûr, c'est pas un dialogue, c'est un monologue, mais il y a des gens qui entendent la voix, du défunt, pas moi, du tout. Il ne me parle pas et il est là et c'est tout. Et moi, je lui parle toujours, hein, encore aujourd'hui, sans arrêt, je lui parle. Et qu'est-ce qui se passerait, Perla, si vous ne lui parliez pas? Est-ce que c'est une manière de combler l'absence, le manque? C'est en tout cas ce qui m'est venu et manifestement, ça comble. Bien sûr que ça comble l'absence, mais personne ne me l'a soufflé, si vous voulez. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi, est imposé à moi et quand après la mort de Jean-Louis, la seule, occupation que je pouvais avoir, c'était de lire des livres sur la mort. Et ma chance, comme je l'ai dit d'ailleurs à Delphine Orwiller, que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup plus tard. Qui est une femme rabbin, donc oui. Oui, Delphine Orwiller, la femme la rabbine, Oui. elle a sorti 2 mois après la mort de Jean-Louis un livre qui s'appelait Vivre avec nos morts et où elle parle des fantômes c'est ainsi qu'on les appelle, semble-t-il, dans la tradition juive. Et c'est absolument enfin une vérité, c'est en tout cas une croyance très puissante que les morts ne s'en vont pas. Ils sont là. Et en lisant ce livre, d'abord j'ai commencé par être énormément soulagée parce que j'ai cru que je devenais folle. Vous aviez besoin de comprendre? Parce que Mais j'avais besoin oui. de savoir si c'était normal. Parce que si j'allais passer le reste de ma vie folle, il y avait d'autres choses auxquelles j'aurais été invitée à réfléchir, voyez? Mais, heu, elle m'a tout à fait rassurée à travers ce livre pour dire que c'était absolument normal. Donc il y avait au moins une chose qui était normale là-dedans. Parce que pendant tous les premiers mois et même sa mort était anormale. Vous Puis avez c'est pleuré d'ailleurs, Perla? Vous vous souvenez avoir pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup? beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas au moment où il est mort. Oui, pas ce jour du 28 novembre J'étais avec lui, 2020. j'ai eu la Oui. chance d'être avec lui les 2 dernières heures. D'ailleurs, j'étais avec lui. Faut pas oublier que c'était pendant la covid. Donc l'hôpital, c'était interdit. On pouvait pas aller voir. Je l'ai mis dans un hôpital, le seul, où j'avais le droit de visite, mais moi seule et 1 heure par jour. Ni ses filles, ni personne, ni nos petits-enfants n'ont pu aller le voir. Mais moi, je pouvais le voir quotidiennement et c'est pour ça que je l'ai mis dans cet hôpital. Donc j'étais avec lui tous les jours et un jour, il a cessé de parler. Ça a été très dur ce moment-là, j'imagine, parce que ce Ah que bah vous alors dites, Perla, c'est qu'on est seul, même entouré face à un deuil, on est seul et on est seul longtemps, en fait, face à une perte. on est seul tout le temps, c'est ce qu'on comprend.
On est seul tout le temps et puis on n'a pas, franchement, j'avais pas envie de peser sur l'entourage. Donc il fallait quand même que je fasse, vraiment, voilà, figure de vivante. Et ça, c'était un exercice, que je considérais personnellement comme absolument nécessaire et qui est aussi assez salutaire. De devoir faire cet effort, ça veut dire qu'on a la chance d'être entouré. Et puis, même si c'était les enfants de Jean-Louis ou les petits-enfants de Jean-Louis qui étaient aussi touchés par la mort de Jean-Louis, évidemment, chacun l'est à la place où il est et avec l'histoire, qu'il a eue avec cette personne. Vous avez pu l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à J'ai pu enfin, l'accompagner jusqu'au bout, mais je ne parvenais pas à croire qu'il était en train de mourir. Je n'ai vu aucune différence, ni sur sa peau, ni sur la chaleur de ses mains, entre ce moment que m'ont indiqué d'ailleurs les médecins qui étaient avec moi dans la chambre et qui m'ont très gentiment assistée et je n'arrivais à voir aucune différence entre cet instant-là et puis depuis 3 jours où il avait cessé de parler. Mais eux ont bien signalé, ainsi que toutes les machines auxquelles il était relié, bien sûr, que c'était fini. et quand est-ce Mais que vous avez compris, je n'ai Perla, pas que réalisé. Je suis partie de l'hôpital avec mon petit-fils qui avait voilà, qui m'avait accompagnée, attendue et donc avec qui je suis repartie et quand ils m'ont dit: «Mais vous pouvez rester autant que vous voulez là», j'ai dit: «Mais qu'est-ce que je vais rester faire?» J'étais totalement, voilà, je trouvais qu'il y avait rien à faire. C'est comme quand je partais tous les jours, après ma visite. Et je suis repartie à la maison et je ne comprenais toujours pas ce qui m'arrivait. c'est plus tard, beaucoup plus tard que vous avez compris qu'il fallait vivre sans lui désormais? En fait, il a fallu l'enterrement pour commencer à faire un pas vers cette réalité. C'est effectivement ça qui m'a commencé à me faire comprendre que maintenant il y avait quelque chose d'autre qu'il fallait en tout cas, trouver comme chemin pour moi. Ce que vous évoquez aussi dans ce livre, Perla, c'est, la maladie neurologique dont il était atteint, dont Jean-Louis était atteint et ce rapport au corps qui évolue du malade, ce Ah, corps c'est terrible. qui s'a qui s'amoindrit, Ouais. cette, hem, on peut rien faire en fait et juste accompagner, mais on culpabilise aussi quand on fait les choses, quand on les fait mal, quand Ah les oui, mots sont trop forts, quand les paroles partent, oui, quand il y a de la violence parce qu'il y a de la peur. Vous oui. l'avez vécu ça, Perla? J'ai essayé de le dire, en tout cas, je l'ai profondément vécu et cette dégradation, il faut dire que Jean-Louis avait une attention à son corps comme peu de gens, en tout cas autour de moi en avaient et comme moi-même, j'en avais, mais peu de gens autour de moi. J'ai pas connu des gens et il c'est bizarre parce que je n'ai pas vu chez lui du narcissisme, mais il avait une volonté pour, sculpter son corps, pour mincir, parce qu'il avait une tendance à grossir, pour mincir, pour sculpter son corps, que c'était injuste que cet homme soit atteint dans l'équilibre de son corps. Vous voyez? Il a gardé toute sa tête, jusqu'au bout, mais ce corps ne refusait de le porter puisque c'est un problème d'équilibre très difficile qui s'est aggravé bien sûr un petit peu avec le temps. Mais disons que pendant 1 an et demi, ça a été une dégradation du point de vue de son autonomie. Donc mais il y a eu aussi vraiment comment dire? Pour moi et pour nous 2, une manière de vivre cette nouvelle intimité, y compris dans un corps amoindri. Je m'occupais beaucoup de lui, bien sûr et j'ai adoré ça aussi. C'était une autre forme d'intimité et je m'amusais à le faire rire et on riait dans des moments où n'importe qui aurait, vraiment hurlé et nous-mêmes, on s'amusait de ces limites, voilà, qu'on essayait de pousser à chaque fois, quoi, de pousser à chaque fois.
Ce que vous Ah, dites, et c'est très beau, vous racontez que finalement, cette souffrance, cette difficulté vous a permis peut-être de faire sortir l'essence de votre couple, parce que vous étiez, la quintessence du vous 2, j'allais dire. mais il y a ça, bien sûr. Bien sûr qu'il y a et je crois que je n'ai pas encore tout compris. Je ne sais pas si je comprendrai un jour, vous voyez? Parce qu'il y a comme un brouillard quand même. Il y a comme un brouillard qui est, ben, probablement, je ne sais pas, mais comme l'épaisseur de la mort. Il y a des temps qui sont très clairs dans mes souvenirs et puis il y a des temps qui sont extrêmement embrouillés. Et puis il y a ce ça je pense qu'on le sentira assez facilement dans ce livre, c'est qu'il y a, un véritable, une tentative de dialogue au début où je continue à poser des questions, à lui poser des questions, parce que je ne comprenais pas ce qui était arrivé et je lui posais des questions. Et puis après le reste du livre est effectivement, au contraire, un récit. Je lui racontais, jour après jour, même si ça n'était pas quotidien, voilà les progrès que je faisais, les personnes que j'avais vues, les projets dans lesquels il fallait que je me lance. Je me lançais pas assez et je lui faisais part de cette absence, mon incapacité à me concentrer sur quelque chose. Je passais mon temps à aller d'un cinéma à une exposition, à traverser Paris à pied, enfin c'était une espèce d'agitation tout à fait singulière et je ne faisais même pas ce que j'avais à faire. Père-là, vous lui en avez voulu à Jean-Louis de vous avoir, laissé, de vous avoir quitté, de vous avoir laissé comme ça, oui? Non, j'ai alors, de lui en avoir voulu, c'est une vraie question. Est-ce que je lui en ai voulu? Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas que je lui en ai voulu. Mais c'est vrai comme beaucoup de voilà, de couples et de personnes, qui s'aiment et surtout qu'on s'est rencontrés tard, nous, hein. Moi, j'avais 43 ans, il en avait 49 et vous l'avez rappelé, j'avais donc, quel âge quand il est mort? 5 ans de moins, j'en ai 82, oui, 77. 77. Oui, c'est ça. Donc il n'en avait que 83 et j'avais 77 ans. Mais il y a, effectivement, hem, une manière il y a une chose qui m'a permis de tenir convenablement, c'est que nous étions parvenus par, vraiment un dialogue, très, très fréquent et soutenu à lui rendre l'idée de la mort. C'est quelqu'un qui avait peur de la mort, Jean-Louis, et puis on a beaucoup, beaucoup dialogué de ça tout au long de notre vie sans que, évidemment, ni une perspective immédiate soit là, mais on a beaucoup parlé de ça. Moi, je suis orientale et j'ai une certaine, je sais pas, un rapport naturel à la mort qu'il n'avait pas lui du tout dans son éducation et je suis ravie qu'il soit, voilà, qu'il ait fait ce travail ensemble et que j'ai pu le faire à ses côtés pour que quand ça arrive, probablement que les choses étaient je ne sais pas comment elles étaient pour lui, mais en tout cas, j'étais contente qu'il ait pu rentrer en vrai dialogue avec la mort avant. Peut-être qu'il y a quelque chose après la mort, peut-être qu'il n'y a rien. C'est assez vertigineux comme question, c'est pour tout Vertigineux. le monde. Et d'ailleurs, on s'accroche à ça. On s'accroche à l'idée qu'on va le retrouver, que vous allez le retrouver. Moi, j'arrête pas de dire ça, c'est terrible parce que j'ai cette conviction. Mais bon, il faut bien se raconter des histoires pour arriver à tenir, voilà, parce que bien sûr que moi, ma vie, j'ai une très, très belle vie, très privilégiée, je suis très entourée, j'ai encore, voilà, un certain nombre d'activités, ce qui est un privilège quand même à 82 ans. Donc, je ris, je pleure, je mange, enfin, vous voyez, voilà, tout est normal dans ma vie. Sauf qu'à partir de 6 heures du soir, il faut que je sois chez moi, dans la cuisine où nous dînions généralement tous les 2. Et il y a toujours une photo, j'ai des photos de lui partout dans la maison. Moi, ils me sont nécessaires. Il y a des gens pour qui c'est l'inverse et je respecte tout à fait ça. Moi, c'est toujours là
parce que j'ai besoin de son sourire j'ai besoin de son sourire, voilà. Je lui dis bonjour et au revoir tous les jours. Enfin voilà, c'est le genre de délire dans lequel on peut s'installer, mais bon, ça ne fait de mal à personne et 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 ça vous puis fait du bien à vous, et donc si ça me fait oui. du bien, pourquoi pas? Et C'est si important ces rituels, enfin finalement c'est les habitudes de la vie à 2. Vous les maintenez là, ce rendez-vous à 6 heures tous les soirs, dans la alors cuisine? on C'est votre on respiration? C'est votre, alors, poumon? c'était pas j'avoue que ça n'était pas à 6 heures quand on se retrouvait, c'était à l'heure, du dîner, voilà, vers 7:30, 8 heures plutôt. Mais je ne sais pas pourquoi cette heure-là est devenue, j'ai un appel pour être alors il m'arrive des soirs où je ne suis pas chez moi à cette heure-là, mais c'est vraiment rare. J'aime profondément être à cette heure-là, à cette place-là, parce que j'ai l'impression que je le retrouve là. C'est comme un rendez-vous, un 1er rendez-vous en fait. C'est beau. Comme un premier rendez-vous, voilà, chaque soir. Et puis il y a ces signes aussi qui jalonnent votre livre. Je pense à cet oiseau, noir qui apparaît, Ah, il apparaît sous différentes formes, oui. l'oiseau c'est quand même Oui, symbolique oui, ça oui. traverse de nombreuses, Surtout religions et oui. il est passé un certain nombre de fois, dont le jour de sa mort et je me suis dit: «Aïe!» Quand on m'a téléphoné de l'hôpital pour me dire: «Vous pouvez venir plus tôt aujourd'hui», je me suis évidemment angoissée. J'ai dit: «Est-ce qu'il y a un drame?» et on m'a dit: «Non, mais vous pouvez venir aujourd'hui plus tôt» et j'étais chez moi, devant la fenêtre et le ciel était bleu, il faisait très froid, nous étions en novembre. Il faisait très froid, le ciel était bleu et au moment où le médecin me parlait pour me dire que je pouvais venir, un oiseau noir est passé et a coupé ce ciel bleu comme ça et je me suis dit: «Là, ça va pas aller» et par contre, les petits oiseaux noirs que je vois depuis puisqu'il était toujours habillé en noir, Jean-Louis, c'est pour ça. Il était brun et toujours habillé en noir. Les petits oiseaux noirs que je vois et qui viennent sautiller autour de moi, je me dis que ça doit être lui. Vous évoquez ces lieux de vie, votre appartement avenue Hoche et puis, il y a cette Cette maison, maison Samsara, en provençale, Provence. Vous avez jamais voulu partir, Perla, tout quitter? oui. J'ai eu envie de tout quitter, en tout cas le en Provence. Oui, bien sûr que j'étais très tentée de tout quitter en Provence parce que c'était vraiment sa maison, son lieu, son œuvre. Toute la maison était véritablement une œuvre. C'est une maison qu'il avait acquise, quelques années même avant de me rencontrer. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec on l'a pas faite à 2. On a évidemment ensuite, fait des tas de choses ensemble dans cette maison, mais ce lieu-là, aujourd'hui encore, il m'est très difficile d'y aller. J'y vais, bien sûr, j'y vais. Je peux prendre aussi des moments, tout à fait agréables parce que généralement, je suis très entourée en été d'amis et ça peut être des moments tout à fait agréables. Mais c'est vrai que là, c'est son lieu et pour moi, c'est très difficile. Pas à Paris. À Paris, c'est davantage mon lieu, Peut-être qu'un jour, vous n'irez plus là-bas, peut-être, qui sait? peut-être. Vous écrivez Perla: «J'ai besoin de te toucher. La vie est parfois rugueuse et nous avons besoin de doudou. L'absence n'est pas seulement l'absence d'une personne, c'est aussi l'absence de son corps, de son odeur, de son contact De ces physique, des sensations, bien sensations. sûr. Comment on fait face à ça? On garde un pull, on garde, je sais qu'il y a des personnes qui gardent un pull et qui sentent encore Oui, l'odeur. il y a bien sûr et c'est à respecter le plus profondément. Moi, j'ai eu l'effet inverse. Il y a toujours un moment très difficile pour vider les placards après, pour distribuer, pour donner, pour je ne sais quoi. Moi, j'ai fait ça le lendemain de son enterrement, mais de façon absolument évidente. Il ne fa Je crois que c'était vraiment pour me préserver. Il ne fallait plus qu'en ouvrant des placards, je tombe sur ses pullovers ou sur ses shorts de gymnastique, c'était pas possible, ou sur ses chaussures. Donc j'ai proposé, puisqu'on était tous réunis, à tous mes petits-enfants, voilà, qui se servent de ce qu'ils voulaient, là-dedans. Il y a eu heureusement beaucoup de choses qu'ils ont gardées et puis le reste, je l'ai donné. Donc chacun son chemin par rapport à ça, c'est sûr. Oui, vraiment chacun son chemin par rapport à ça. On n'a pas
On peut pas l'écrire à l'avance, c'est pas parce que quelqu'un vous a dit: «J'ai fait ça», vous sentez et puis vous y allez. Dans votre livre, le corps, c'est une encre pour vous, revenir au corps, c'est très important. Je pense notamment à ces bains que vous prenez de mer, qui sont pour vous, vitaux. Vous parliez tout à l'heure de ce dédoublement du fait de plus être dans son corps justement, Mmh. au moment du choc. Est-ce que ça vous a réancré tout ça, le fait de nager, le fait de cuisiner, le Ah fait mais de vraiment, 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 de façon mais très puissante. Ça, c'est quelque chose, je vous remercie de l'avoir noté, mais je crois qu'il est très important. On peut, je sais pas, chacun s'accrocher à quoi que ce soit, mais il est important qu'on repère des personnes et des lieux qui vous rechargent en vie. C'est même pas de l'énergie, c'est de la vie que je vais chercher dans l'eau. et aujourd'hui vous C'est marchez sur vos 2 pattes? Parce que et vous aujourd'hui, disiez que vous marchiez que sur une oui, patte. je marchais que sur une patte. Je commence à marcher sur 2 pattes, je reconnais, oui, ça c'est bien, c'est bien. Mais il y a des moments où j'ai plus de pattes du tout, mais mais vraiment, je recommence à marcher sur mes 2 pattes. Après sa mort, vous avez compté les jours, les mois, mais ça se ressent évidemment dans ce journal puisque ça suit votre quotidien. Est-ce que vous comptez aujourd'hui encore 5 ans après, les jours, les mois? Non, j'ai beaucoup de mal à et il faut que je réfléchisse avant de savoir. Vous voyez? Ça fait combien d'années qu'il est mort? C'est toujours hier. Ce rapport au temps, oui, il a Non, plus rien à voir après plus du le tout, départ de quelqu'un. Oui. plus du tout. En tout cas, plus du tout. J'ai beaucoup de mal il faut que je me concentre pour savoir que ça fait plus de 5 ans. Et est-ce que, vous avez décidé de sauter en parachute ce père-là? Vous le dites très J'aurais pu. joliment, vous parlez de ce sentiment de marcher à côté de votre vie. Maintenant, ça y est, vous marchez sur vos 2 pattes. Est-ce que c'est une manière de survivre après un choc ou est-ce que c'est le signe qu'il faut justement oser un saut en parachute? Et alors, vous parlez du saut en parachute. J'en ai parlé dans le livre, le saut en Oui? parachute? Je me rappelle Bah, plus. je l'ai pas inventé. D'accord. J'ai effectivement, alors je suis une personne qui a à peu près peur de tout, y compris de son ombre, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai cette envie de sauter en parachute depuis déjà un grand, grand, grand moment? Enfin, bien avant la mort de Jean-Louis et c'est des années avant. Évidemment, je n'ai jamais fait la démarche de le faire, parce que profondément, je dois en avoir peur. Mais c'est vrai que là, cet événement, voilà, qu'on est quand même beaucoup à vivre, hein, cet événement-là, j'ai vraiment eu l'impression que je sautais en parachute et que j'allais par contre continuer mon envol. Je n'atterrissais jamais. On reste avec les oiseaux. Oui, comme les oiseaux, voilà. Ma boussole, c'était toi. Quand on s'est projeté jusqu'au bout avec l'autre, parce qu'il y a cette idée-là, c'est pas un serment à la vie et à la mort, mais presque. C'est un peu enfantin, romantique, Non, mais il y a mais il y quelque a il y a chose. quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'enfantin et de romantique, bien sûr, je l'accepte. Je l'accepte tout à fait. Et comment on retrouve le sens de sa vie seul, en fait? Comment vivre, vous disiez? Et vous disiez tout à l'heure, la vie, c'est remettre de la vie, Mais la mais vie, c'est seul assez aussi, la pas vie, pas à 2. c'est assez simple, en fait, hein. En fait, on se rend compte que recommencer à vivre, c'est juste, reconstruire, des rituels, voilà, à 1, puisqu'on était très ritualisés à 2 et puis, des rituels à 1, ben, ça vous attache, ça vous attache. Mais le rôle des autres est absolument fondamental. Le rôle des autres est fondamental, vraiment, de ne pas être seul, de ne pas être seul et d'avoir des êtres aussi magnifiques que j'ai la chance, mais je comprendrais même qu'on puisse tout à fait tomber amoureux. Je comprends celles à qui ça arrive, je comprends tout à fait ça. C'est Ça tout pourrait vous arriver par c'est tout là à ou fait possible. pour vous J'ai pas la c'est moindre idée. Là, oui, aujourd'hui, je oui. vous répondrai non. Mais en tout cas, j'en ai absolument ni le désir, ni le projet. Mais franchement, non, 82 ans, ça va là. Ceci dit, c'est déjà arrivé avec Jean-Louis, c'était inattendu, donc Oui, qui c'est sait? vrai que c'était inattendu. Qui C'est sait? vrai que c'était inattendu. Dans vos métamorphoses, on aime bien parler de transformation forcément et vous écrivez: «On ne se transforme pas, on s'adapte suffisamment pour vivre une autre vie». C'est important pour vous de dire qu'il ne s'agit pas de se transformer? Non.
que vous restez la même, en fait. J'ai l'impression plus que jamais moi-même. Plus que jamais Au moi-même. contraire, ça vous a peut-être renforcé, réaligné totalement avec, Ça m'a réalignée avec moi-même parce qu'une vie de couple, c'est une vie d'ajustement, d'adaptation. Moi, j'ai adoré vivre en couple, avec Jean-Louis, j'ai adoré ça. Mais c'est quand même une vie d'ajustement, hein, c'est des heu, concessions, on dit toujours. permanent. Oh non, mais moi, ça me dérange pas du tout les renoncements. Enfin, on renonce sans arrêt à des choses, à longueur de journée, même, quand ça n'est pas dans un couple. Évidemment qu'on renonce et les renoncements, je les ai parfaitement assumés, hein, les renoncements et il y en a, bien sûr, dans une vie de couple, il y en a. Surtout que, nous formions un couple et nous travaillions ensemble. Je veux dire, on a passé vraiment nos vies et nos nuits, nos jours et nos nuits ensemble. On a travaillé ensemble. Donc, et il y a tous ces ajustements. Donc aujourd'hui, en termes de liberté, je suis une femme plus libre que je n'ai jamais été. Mais quand c'est libre avec du vide, ça fait très bizarre. C'est le saut en parachute permanent, c'est ce que Oui, vous c'était disiez. le saut en parachute. On peut revenir au saut en parachute, on peut revenir, mais c'est vrai. Alors après, bon, ben, c'est d'ailleurs, il y a une chance. J'ai eu une chance et un privilège. J'en ai eu beaucoup dans ma vie, mais le fait d'avoir vécu seule longtemps, jusqu'à l'âge de 43 ans par choix, heu, me permet de vivre seule une vie infiniment plus fluide que beaucoup de personnes qui ne savent pas vivre seules. Là, je reconnais qu'il y a aussi ça qui doit être encore plus compliqué pour des personnes qui n'ont pas vécu seules ou qui ne supportent pas de vivre seules. Moi, je suis, bien dans ma vie seule. Je suis très bien avec plein de gens et j'ai besoin de cette alternance, mais j'en ai besoin comme on a besoin d'oxygène, bien sûr. Vous l'avez dit, votre couple, c'était aussi ces échanges intellectuels. Ça, c'est le premier livre que vous avez, publié sans le regard de Jean-Louis. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Une immense peur et évidemment, à Jean-Louis se sont substitués plusieurs lecteurs et lectrices. D'abord, il y en a plusieurs chez l'éditeur et puis, de la personne qui est vraiment la plus proche de moi et de nous, parce qu'elle a travaillé et avec Jean-Louis, avec moi et qui est mon amie Sophie, qui est là et qui évidemment a suivi l'évolution du livre, enfin de ma vie bien sûr, mais du livre, ligne après ligne. Oui, oui, j'avais besoin de ce regard, mais j'avais besoin d'une autorisation. C'est très étonnant. J'avais Pourquoi? besoin d'une Vous savez pourquoi autorisation. aujourd'hui, Perla? Pourquoi Oui, vous avez parce que c'est le premier livre que je sors sans lui. En plus, il ne s'agit que de lui. Alors c'est quand même, voilà, c'est un peu osé quand même. Il aurait peut-être pas été content que j'écrive un livre sur lui, mais j'ai pas écrit un livre sur lui, j'ai écrit un livre sur sa mort. C'est ça le problème. J'ai essayé d'écrire aussi un livre sur lui là. Je pense qu'on le connaît un peu aussi quand même à la fin de ce livre. C'est ça que j'ai voulu aussi. vous faites ce geste, on le touche du Oui, doigt on un le peu. touche, oui, 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 c'est je vrai. voulais ça. Oui, je parle beaucoup de sa peau et je parle beaucoup de la voilà, des mains chaudes, c'est vraiment quelque chose qui est enfin, je ne sais pas comment ça sera reçu ou perçu, mais en tout cas, moi, j'avais envie de partager ces choses-là, très importantes, qui sont physiques. Le désir, voilà ce qui me manque. Pas le désir amoureux, hein, le désir de faire, d'initier, de créer, c'est ce que vous dites dans ce livre. Il est revenu le désir, Perla, pour vous, 5 ans après? Je suis devenue quelqu'un qui a, d'extrêmement hésitante et j'ai un peu de mal à me reconnaître dans cette nouvelle, personne que je suis, car évidemment, il y a évidemment des transformations quand on a puis Jean-Louis était une espèce d'un esprit, très clair, très lumineux. Il savait où il allait, il savait ce qu'il voulait faire, il savait ce qu'il il voulait que nous fassions, voilà, c'est pour tout et moi, j'étais trop contente d'avoir rencontré quelqu'un comme ça parce que moi, je vivais seule avant, j'ai toujours décidé de tout.
Mais bon, ma vie était très modeste et très agréable. J'ai adoré ma vie d'avant aussi, hein. Mais c'est vrai que tout d'un coup, avoir à décider de tout, c'est quelque chose qui me pèse beaucoup, beaucoup. Vous vous Là, laissiez je sens porter un peu? là, je sens Oui, que je suis seule. oui. C'est ce que je disais, vous vous laissiez porter totalement ou? Ah, mais je me laissais volontiers assez porter par lui, oui, je dois reconnaître. Mmh. Mais on avait chacun voilà, notre tempérament et surtout nous aimions beaucoup être seuls tous les 2 et discuter très longuement, très longuement. Ces conversations me manquent, mais Vous je continuez à suis toujours dialoguer aussi autrement. bavarde, vous voyez? Donc Hem, Si vous deviez, Perla, dire, quelque chose à ceux ou à celles qui viennent de perdre quelqu'un de très cher, ce serait quoi? On n'est jamais préparé de toute façon, on a beau discuter avant de ce qui pourrait se passer, on n'est jamais préparé. non, il faut se respecter, vraiment, il faut les inviter à se respecter et à prendre, le temps qu'il faudra et peut-être que ça prendra très peu de temps et peut-être que ça sera plus difficile et de respecter leur propre transformation et le rythme auquel on se transforme. Je crois, il y a pas de «il faut», il y a qu'à. Alors déjà ça on évite dans la vie en général quand même, hein, même si on est tenté de le dire. Même si on est tenté, mais alors là, s'il y a bien un moment où il est important de se respecter, c'est bien celui-là. Que nous puissions accompagner la personne qui veut absolument rester terrée chez elle, 6 mois après et qu'on essaye, alors qu'on sait qu'elle aime être, voilà, avec d'autres et cetera, petit à petit, à l'aider, à lui tendre la main en tout cas. Mais évidemment qu'il faut se respecter. C'est le moment où là, pour le coup, les émotions, faut les laisser sortir aussi. Ne pas Oh les s'interdire de Ab pleurer, ne pas s'interdire. absolument, comme elles sortent, comme elles le sentent, comme elles vraiment, je n'ai aucun conseil, aucun à donner. D'ailleurs, j'aime pas les conseils. On arrive à la fin de cet échange, Perla. C'est la petite touche de vos métamorphoses. On vous a demandé d'apporter un objet qui symbolise Oui. cette métamorphose. Qu'avez-vous apporté? Vous pouvez nous le montrer, du coup, Perla, ce que c'est? Alors, je ne sais pas s'il symbolise la métamorphose pour tout vous dire, mais c'est un objet tellement exquis. C'est un petit bilboquet et de couleur rose. J'ignore d'où il vient, mais complètement, hein, je ne sais pas. Je sais même pas s'il appartenait à Jean-Louis ou s'il m'appartenait et que j'en sais rien, je ne sais pas. Mais il était toujours posé, sur mon bureau, enfin dans mon bureau sur un meuble et Jean-Louis avait une habitude absolument exquise que je n'avais pas et que je n'ai pas. C'est que nous avions la chance d'avoir 2 bureaux, et pareil au journal aussi, mais aussi à la maison, nous avons 2 bureaux et il adorait toutes les 2 heures se détendre les jambes et venir avec un café s'installer dans le mien et il y avait ce bilboquet et il jouait au bilboquet et il en ratait rarement. En plus, il avait un talent absolument formidable, donc il faisait ça avec ce petit bilboquet qui est là. Voilà ce que c'est. Ça, c'est quand il passait me faire un petit coucou comme ça, dans mon bureau. Et juste une dernière question, parce que vous parlez de cette couleur rose. Vous êtes toujours en blanc. Le mot «veuve» qui est raccroché à ce noir-là absolu, c'est un mot impossible pour vous à prononcer. Enfin, je pense que Me sens pas veuve, c'est très bizarre, hein. Il est un peu là, il est ailleurs, mais il est un peu là. C'est très bizarre, hein, de dire veuve. Mais parce que c'est la première des choses qu'on découvre, c'est qu'on aime un mort. On n'arrête pas d'aimer. on va finir là-dessus, c'est très beau. On n'arrête pas d'aimer. Merci beaucoup, Perla. Merci pour cette traversée et merci pour ce livre qui nous rappelle que l'amour, vous l'avez dit, ne disparaît pas. Peut-être qu'il change de forme, qu'il prend la forme d'un oiseau, qui sait? Même dans la vie, il change de forme. Mais bien sûr, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Je réemprunte ces mots que vous avez vous-même empruntés à Victor Hugo, qui sont très justes. Vivre après toi est à retrouver aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Perla Servan-Schreiber. Merci infiniment. Merci.